Une nouvelle étape a encore été franchie dans le processus de paix en Ukraine et il faut bien le dire, c'est un succès diplomatique pour l'administration Trump. Après la trêve concernant les bombardements sur les infrastructures énergétiques, c'est désormais un accord de transit en mer Noire qui a été signé. Le chef du régime de Kiev, Volodymyr Zelensky, a confirmé l'un et l'autre. Tout d'abord, nous sommes convenus d'un cessez-le-feu sur la mer et d'une libre navigation en mer. Vous le savez. De plus, c'est brièvement formulé dans la déclaration. Nous sommes reconnaissants à la partie américaine pour ce résultat. Le deuxième point concerne le cessez-le-feu relatif aux frappes contre le système énergétique. L'ensemble du secteur énergétique contre le réseau, contre l'ensemble du système énergétique de l'Ukraine et de la Russie. Nous avons également remis la liste des installations que nous considérons comme stratégiques. Nous sommes venus présenter cette demande. Nous voulions également parler d'un cessez-le-feu contre les infrastructures civiles, en plus de l'énergie. Pour rappel, un premier accord céréalier avait été signé le 22 juillet 2022 à Istanbul. Il devait permettre la libre circulation du blé ukrainien. Mais le 2 novembre 2022, le porte-parole de l'armée russe, Igor Konashenkov, avait annoncé suspendre l'implémentation de l'accord. Souvenez-vous. Les attaques terroristes commises par l'Ukraine le 29 octobre de l'année en cours contre des navires de la flotte de la mer Noire ainsi que des navires civils impliqués dans le maintien de la sécurité des couloirs céréaliers, la Fédération de Russie achève la mise en œuvre de l'initiative sur les exportations de produits agricoles depuis les ports ukrainiens. La position russe sur cette question a été notifiée au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc alors pour rappel, effectivement cet accord avait été abandonné parce que Kiev utilisait le passage des bateaux transportant du blé pour envoyer des drones marins ou sous-marins contre la flotte russe à Sébastopol. Et la Russie avait également demandé des facilitations pour le commerce international des denrées. Ça n'avait pas été accompli. Donc c'est sur cet accord qu'on essaie de revenir. Mais je voudrais d'abord parler de Riyad parce qu'on a la chance d'avoir Daria avec nous. Daria, vous étiez sur place. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il en est ressorti de votre avis? Bonjour à vous Xavier, bonjour à tous. Tout d'abord, il faut dire que c'était les négociations les plus longues depuis le début de l'année 2025, quand la Russie et donc les États-Unis ont repris leur dialogue. Les négociations ont duré plus de 2 heures, donc c'est vraiment impressionnant. Et les négociations se sont déroulées à huis clos dans l'hôtel Ritz-Carlton. Et vu les règles de l'Arabie Saoudite, on n'avait aucune chance d'assister à ces négociations et même de nous approcher de l'hôtel. Donc en Arabie Saoudite, c'est assez strict. Si tu n'obéis pas aux règles, donc voilà. Et même j'ai eu l'idée que c'est pas par hasard que c'est l'Arabie Saoudite qui a été choisie comme une plateforme, donc pour la reprise de dialogue, pour que vraiment ça se tient, pour que les négociations se déroulent. Tout à fait. Les journalistes ont été demandés de quitter le territoire de l'hôtel, mais on sait que les négociations se sont déroulées avec 3 pauses minimum, ce qui a été donc annoncé officiellement. Puis aujourd'hui, Grigory Karasin, c'était un des 2 négociateurs de la partie russe. Il a déclaré que ces négociations n'ont pas été assez résultative du point de vue du résultat. Mais ce qui est normal parce que les négociations étaient vraiment techniques. Mais à mon avis, donc la Russie, c'est un pays gagnant dans ces négociations parce que la Russie a dévoilé ses conditions donc à la partie américaine et vu que la Maison Blanche et puis le Kremlin, donc les 2 parties ont publié leur communiqué, ça veut dire que voilà, un certain progrès a été atteint. Et donc par exemple, une des conditions de la Russie était la levée des sanctions de la banque Rosselschossbank, celui qui s'occupe de cette histoire céréalière, et aussi donc le retour de la Russie vers le système SWIFT, de certaines banques. Ça veut dire que on peut dire que le Kremlin a ainsi annoncé la levée partielle des sanctions. La partie américaine ne l'a pas encore confirmé, donc il y a seulement des discussions. Dans le communiqué officiel de la Maison Blanche, on ne peut pas trouver rien sur le SWIFT, mais quand même, si les 2 parties donc qui ont discuté, ils publient leur communiqué, ça veut dire que certaines choses, certains accords ont été atteints. Et aussi quelques mots sur les 2 négociateurs de la partie russe. C'était, comme je l'ai déjà dit, Grigory Karasin.
c'est lui qui s'occupe des affaires internationales du Sénat russe, et aussi Sergei Beseda, directeur adjoint du FSB. Les deux personnes qui ne sont pas vraiment connues à la grande public russe, mais ils étaient nommés personnellement par Vladimir Poutine. Ça veut dire que ces deux hommes, donc vraiment, c'est leur travail, ils sont donc des bons spécialistes. Oui, puis on est loin aussi de cette diplomatie d'affichage que l'on voit beaucoup, notamment en Europe en ce moment. Laurent Braillard, on a raison de dire que la Russie en sort pas vainqueur, mais en position de force après cette relation. Ouais, je pense aussi, mais je pense que les Américains sont aussi gagnants, comme vous l'avez dit. Trump, quand même, c'était un grand résultat pour lui, politique, international. La Russie, évidemment, parce qu'il y a aussi cet enjeu des engrais, hein, on le sait, il faisait partie de ces accords. Je pense que la Russie sort renforcée, évidemment, parce que c'est un premier pas, comme on l'a dit, vers la paix, mais il y a des résultats concrets pour la Russie. La Russie, bien sûr, souffre quand même des sanctions, il ne faut pas quand même être idiot. Et ici, il y a des résultats, et la sécurité sur la mer Noire, c'était quand même très important pour la Russie, c'est quand même un débouché très important. Et puis, pour finir, cet accord énergétique, par contre, là, on voit que ça fonctionne pas, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. On va en reparler. Colonel Jacques Hoggard, quel regard on jette de France sur ces négociations donc, qui ont duré 12 heures entre la Russie et les États-Unis ? Écoutez, moi je pense que c'est évidemment un très important progrès, puisque là on commence à parler, les deux grandes puissances concernées se parlent. Moi j'ai un regret évidemment, c'est que la France ait été complètement marginalisée depuis le début de ce conflit par sa politique inepte, contre-productive et partisane. Elle aurait pu jouer un rôle si on s'était situé dans notre tradition ancienne, qui est que le général de Gaulle avait parfaitement incarné à son époque, mais qui remonte à Richelieu en fait, qui remonte à Mazarin, qui remonte loin dans l'histoire de France, et que nous avons abandonné pour une politique misérable. Donc moi je pense que ces accords on est sur le chemin. Alors ça ne veut pas dire qu'il sera facile tous les jours et qu'il n'y aura pas un certain nombre de concessions à faire, mais je pense qu'au moins on avance. Cyril Delattre, mine de rien, on a parlé de l'Ukraine sans l'Ukraine, ce qui était le mantra depuis 3 ans. Donc ça peut être quand même considéré comme une défaite partielle pour Kiev. Qu'est-ce que vous en pensez ? Défaite non, parce qu'il ne faut pas oublier que ce conflit, c'est un conflit de l'Occident contre la Russie avec un proxy qu'on appelle l'Ukraine. Je vais être très dur dans ce que je vais dire, mais si Porochenko et si Zelensky avaient eu la moindre volonté de tenir leur pays, ils ne seraient pas tombés esclaves de l'Occident, ou ils ne se seraient pas laissés emporter comme esclaves de l'Occident. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on n'a rien à demander à Zelensky. Zelensky, il obéit à ses maîtres. Ses maîtres, c'est les Britanniques et les Américains. La Russie négocie avec les Américains, et Zelensky, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, il va bien être obligé de faire ce qu'on lui dit de faire. C'est exactement la même chose pour la France. Je regrette, au même titre que le colonel Hoggard, que la France se comporte de cette façon, parce qu'elle sort complètement du cadre historique que l'on connaît depuis des siècles et des siècles. Mais je ne vais pas pleurer sur le fait que la France n'est pas présente aux négociations. On ne peut pas être pompier et pyromane, ou pyromane et pompier, c'est pas possible. On avait d'ailleurs, c'est il y a un petit moment, je ne sais plus quel Russe avait dit ça, c'est chez Lavrov ou le président Poutine. Il disait, quand je veux parler avec l'Union européenne, je vais à Washington. Donc finalement, directement parle au patron. Oui. Voilà, donc là c'est la même chose. Voilà, la Russie parle avec Washington. Donc, ne parlons pas de l'Union européenne. Ne parlons pas d'Union européenne, parce que l'Union européenne, à mon avis, est dans cette affaire est à la fois le problème, et en même temps elle est en déclin absolu. Je pense que c'est d'ailleurs souhaitable, hein, puisque il va falloir refonder tout ça de manière approfondie si on veut rétablir un peu les choses dans un monde meilleur à l'avenir. Hein. Une petite remarque, oui. Vous avez dit que c'était les négociations sans l'Ukraine, mais il faut dire que la délégation ukrainienne était à Riyad, tout à fait. Tout à fait. Donc les négociations russo-américaines se sont tenues lundi, et les négociations américano-ukrainiennes c'était dimanche et puis mardi. Donc la délégation ukrainienne restait quelques jours à Riyad pour attendre les résultats des négociations russo-américaines. Ici, vraiment, Washington se montre comme des intermédiaires qui travaillent avec les deux côtés, et
Donc franchement, comme une Russe, c'est bravo à Washington. Et donc c'est cette nuit que Vladimir Poutine a déclaré que Donald Trump veut sincèrement résoudre la crise ukrainienne. Oui, on sent que la relation entre les deux hommes se passe bien. Du côté du Kremlin, on se réjouit de cette avancée. Mais depuis les accords de Minsk et l'échec du premier accord céréalier, on se méfie et on compte sur la nouvelle administration Trump précisément pour faire pression sur Volodymyr Zelensky. Il est tout à fait clair que ce n'est pas le moment de lever les sanctions. Bien au contraire, nous avons justement discuté de la manière dont nous pouvons renforcer les sanctions pour soutenir l'initiative américaine visant à conduire la Russie à la table des négociations à travers une pression supplémentaire de la part de ce groupe de pays. Et bien sûr, nous avons discuté des plans pour assurer la paix de la coalition des volontaires et des plans militaires et opérationnels, qu'ils soient sur terre, dans les airs ou en mer. Il y a eu un soutien très fort et ce qui est ressorti le plus fortement de la réunion, c'est que beaucoup de pays soutiennent l'Ukraine comme ils le font depuis plus de 3 ans maintenant et qu'ils soutiennent l'Ukraine en ce moment crucial aussi longtemps qu'il le faudra. Volodymyr, vous avez notre soutien, vous avez dû le sentir dans la salle, notre soutien total aussi longtemps qu'il le faudra. Donc là, on vient d'écouter Keir Starmer, qui est le Premier ministre britannique. Alors lui, visiblement, il n'a pas du tout l'intention de lever les sanctions, Laurent Braillard. Macron aussi, là, dans ses déclarations dernières, ça c'est clair. Mais je pense qu'ils sont en dehors de la réalité. Et depuis longtemps, comme on le sait, on le voit sur les plateaux télé, on le voit dans leurs déclarations, on le voit dans des déclarations qui sont criminelles, de va-t-en-guerre. En France, il y a beaucoup d'articles, j'ai vu des articles en ce moment, notamment sur la préparation des Français pour aider l'armée française. Il y a des manœuvres, je ne sais plus où, en Bretagne. Et donc, on incite les Français à aider l'armée française. Il va y avoir un manuel de combat, là. Donc, c'est hallucinant. Il a raison, il y a eu une manœuvre tout à fait particulière où, justement, dans l'article, ils expliquent comment les citoyens français doivent aider les militaires français à débusquer l'ennemi. À débusquer et à dénoncer. Bon. Voilà. C'est très fort. Colonel Jacques Augard, vous qui êtes un militaire, vrai, comment vous regardez précisément cette agitation de Keir Starmer qui ne veut pas prendre les mesures pour faciliter la mise en place de ces accords de paix, sur le fait aussi que Kiev ne respecte pas, encore aujourd'hui je regardais, il y a encore eu des bombardements sur les infrastructures énergétiques russes, donc c'est une espèce même de provocation directe de Kiev contre ces accords. Oui, moi je pense que le couple franco-britannique joue un rôle tout à fait perfide dans cette affaire. En fait, ni Macron ni Starmer ne veulent la paix. Ils veulent pousser la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, c'est pas nouveau. Laurent Braillard vient de le rappeler il y a 2 minutes. Mais je crois qu'on a aussi la manifestation d'un profond désespoir. En fait, ces dirigeants s'aperçoivent qu'ils sont complètement incompétents, qu'ils sont complètement hors sol, et donc c'est le chant du cygne, si vous voulez, c'est le l'halali du désespoir, à mon avis. Ils savent très bien l'un et l'autre. Alors j'ai vu qu'il y a une mission militaire conjointe, politico-militaire conjointe, on va en reparler tout à l'heure, britannique, qui doit se rendre en Ukraine. Mais je pense qu'il s'agit là vraiment d'agitation fébrile, mais stérile. Il n'y a absolument rien derrière. Les moyens sont dérisoires. Je le dis avec peine, je le dis avec tristesse, mais l'armée française est une armée, hélas, échantillonnaire, où on cumule beaucoup d'expériences opérationnelles récentes au cours des dernières années, des dernières décennies, avec des gens formidables, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas la masse, et on n'a pas les équipements en nombre et en qualité. Donc si vous voulez, et c'est pareil pour l'armée britannique, qui sont à mon avis les 2 seules armées occidentales, je ne parle pas de l'armée américaine qui est encore un autre cas, mais qui sont les 2 seules armées qui se tiennent en Europe aujourd'hui. Bon. Donc voilà, il faut être raisonnable et réaliste. Donc ces dirigeants politiques me semblent criminels par leur prise de position irréaliste, utopiste. Ils encouragent la guerre au lieu de la faire cesser. Or, leur honneur voudrait qu'elle cesse, cette guerre. L'Occident est responsable du déclenchement de cette guerre, j'en suis convaincu. Ça date pas d'hier, ça remonte, on peut remonter même à la fin, je dirais à la fin de l'URSS et à la doctrine Brzezinski, etc. Tout ça a été parfaitement documenté.
Et maintenant, il est temps d'arrêter. La France n'aurait jamais dû être dans ce clan. L'erreur vient de Sarkozy, qui a rejoint le commandement intégré de l'OTAN que De Gaulle nous avait fait quitter en 1966. L'OTAN est devenue d'une organisation défensive, est devenue une machine de guerre offensive. Ça fait plus de 10 ans qu'elle est au travail. Voilà. Alors, avant qu'on reparle dedans, parce qu'on va y revenir, on va revenir sur ce que la France propose. Quelle est la chance que Kiev applique vraiment cet accord sur le transit céréalier, Laurent Braillard ? Le transit, je pense qu'il y a quand même une chance. Cependant, il pourrait être tenté, puisque avec les drones, la guerre des drones, bien sûr, domine le terrain. Et sur le point naval, on sait que la Russie avait quand même perdu. La flotte russe maintenant a bougé sur Novorossiysk, elle est quand même plutôt hors de portée, non ? Parce que oui, bien sûr, mais on peut quand même poser des questions puisqu'ils respectent pas l'accord énergétique, puisqu'on a vu à Minsk, notamment le cessez-le-feu depuis 2015 jusqu'à 2021 n'a jamais été respecté par les Ukrainiens à aucun moment. Ça, on le sait, c'est prouvé, je l'ai vu de mes yeux, vous aussi, il me semble. Bon, voilà, donc je pense que là, il y a quand même, il faut voir, mais je pense quand même qu'on peut se méfier et que les Russes doivent vraiment se méfier. Il va falloir quand même beaucoup de force politique, beaucoup de pression pour que l'Ukraine puisse respecter sa parole. Ils doivent se méfier d'autant plus que hier matin, je suis tombé sur une publication d'un député de la Rada qui s'appelle Fiedorov, qui a sorti toute une documentation technique sur le nouveau drone marin ukrainien, que les Ukrainiens n'ont absolument pas la capacité à produire par eux-mêmes. C'est donc une pure production britannique, française, autant ce qu'on veut, etc. Quand on regarde la description du truc, c'est Terminator. Mais ni plus ni moins. Avec un drone qui est totalement autonome, à la limite sans personne derrière pour les piloter. Intelligence artificielle, etc. Donc les Ukrainiens n'ont absolument pas la capacité à produire ça. L'Ukraine n'a plus de marine. La nôtre, on l'a déplacée. Alors pourquoi sortir un tel drone, si ce n'est que pour s'attaquer à des cibles, utiliser encore des bateaux de commerce et des bateaux céréaliers ou des bateaux de transport de gaz, enfin ce qu'on veut, etc., pour camoufler ces drones, les utiliser contre le pont de Kerch, les utiliser contre la marine. Ils ont 1000 km de portée, ils sont équipés de torpilles, ils sont équipés de missiles anti-aériens, etc. À supposer que ce soit bien vrai, hein, et ça s'appelle le Katran. Est-ce que de ce que vous décrivez là, en fait, c'est un régime de Kiev qui ne va pas appliquer les accords, mais finalement, c'est peut-être un défi que lance Vladimir Poutine à Donald Trump en disant d'accord pour un cessez-le-feu sur les cibles énergétiques et d'accord pour un cessez-le-feu qui permette d'envoyer le blé en mer Noire. Mais dans ce cas, est-ce que vous êtes capable de faire exécuter cette décision à votre proxy ? C'est un peu un défi que Poutine jette à Trump, non ? Mais quels signaux on a ? On n'a aucun bon signal en retour. Depuis la mise en place du cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, l'Ukraine n'a pas cessé de le violer. Ce matin encore à Souja sur le terminal gazier, ils ont fini. Tous les jours, voilà. Tout à fait. Oui. Le régime de Kiev viole un accord énergétique. C'est absolument tout le temps. Zelensky se fait des déclarations. Quelle va être la réaction de Trump en fait, c'est très simple. La façon de procéder de la Russie, c'est de dire, ok, Monsieur Trump, vous avez Zelensky, est-ce que vous êtes capable de le maîtriser ? Je pense que d'une certaine façon, Trump est capable de maîtriser Zelensky. Ce que Trump n'est pas capable de maîtriser, ce sont les éléments totalement incontrôlables des bandéristes qui se trouvent dans l'armée ukrainienne, qui eux ne veulent absolument pas de ces négociations. Sur lesquels Zelensky s'est appuyé depuis 3 ans. Le début, et sur lesquels Zelensky n'a aucune main, parce qu'il sait que ses jours sont comptés. S'il se fait pas dessouder de l'extérieur, il se fera dessouder de l'intérieur par ces mêmes gars. Donc la vraie question pour Trump, c'est comment Trump manage les gars que Zelensky peut pas manager, Les négociations se poursuivent et le cessez-le-feu en mer Noire et l'arrêt des frappes sur les infrastructures énergétiques sont plutôt encourageants. Pour autant, la question de la souveraineté russe sur les nouveaux territoires demeure essentielle. Pour le moment, ni Kiev ni Bruxelles ne semblent vouloir reconnaître leur défaite. Plus l'armée russe avance sur le terrain, plus l'administration Trump manifeste sa volonté d'en finir avec le conflit ukrainien le plus rapidement possible et plus les médias occidentaux se montrent fébriles. Le magazine Le Point a fait sa une avec Vladimir Poutine qualifié d'étrangleur. Il s'en est pris entre autres aux officiers français qui soutiennent la Russie.
Si ces dernières années, aucun autre cas d'espionnage d'un militaire français au service du Kremlin n'a été rendu public, de nombreux anciens officiers ne cachent pas leur sympathie pour Vladimir Poutine et n'hésitent pas à remettre publiquement en cause le positionnement de la France sur la guerre en Ukraine. Citons les colonels en retraite Alain Corvez, qui s'est rendu dans le Donbass contrôlé par la Russie, ou Jacques Hogar. En plus de ces anciens officiers, de nombreux experts s'expriment pour défendre la Russie. Le Saint-Cyrien Xavier Moreau, fondateur du cercle de réflexion Stratpol, prend fréquemment la parole au nom de Moscou. Colonel Jacques Hogar, nous revivons l'affaire des fiches. J'ai l'honneur d'être sur cette liste à vos côtés. Quel commentaire ça vous inspire, cette espèce de liste de coupables ? Et récidive en quelque sorte, puisque c'est un article plus ou moins le même qui était sorti il y a 2 ou 3 ans déjà, au début de l'opération spéciale, et qui pointe effectivement un certain nombre d'individus nommément. Alors c'est pas par hasard, c'est évidemment un article sur commande. Ça intervient à un moment où on voit bien que Macron est un peu aux abois, il se met même à parler de patrie pour la première fois. Moi, me fait doucement rigoler, parce que je pense que cet homme est tout le contraire de la patrie. En tout cas, celle dont l'idée m'a été transmise par ma famille, qui est une vieille famille de soldats au service de la France depuis fort longtemps. Donc cet article de commande vient d'un individu, d'un officier, lui-même fils d'un officier général, l'amiral Chevalreau. Son père était légionnaire, officier de Légion, premier REC, deuxième REC. Donc j'en suis d'autant plus malheureux d'avoir à le citer, que cet individu est un agent otanien. Il a fait toute sa carrière à l'OTAN, il est diplômé du NATO Defense College et a fait ensuite toute sa carrière à l'OTAN. C'est un amiral de salon, beaucoup plus que d'opération. On l'a pas beaucoup vu sur le théâtre d'opérations extérieures. Mais surtout, cet amiral a épousé en deuxième noces en 2012 une américaine, Laurie Dundon. Laurie Dundon est une diplomate en fait du département d'État américain, diplomate spécialisée sur les nouveaux outils de politique étrangère et de défense, puisque c'est elle qui les cite ainsi, notamment les régimes de sanctions, les cyberoutils et les drones. Donc vous voyez qu'on est là dans un registre tout à fait manipulateur, et je pense que ce bon amiral Chevalreau, otanisé et donc un petit peu lobotomisé, est pris maintenant sous contrôle opérationnel d'une agente efficace, d'influence américaine, proche de l'administration démocrate, proche des néocons américains, et en particulier, je crois, très proche d'Obama et du clan Clinton. Voilà, donc on a une opération ciblée pour essayer d'intimider, parce que je pense qu'au fond, il s'agit de ça. Moi, je peux dire que j'ai énormément de témoignages de camarades officiers, alors certains à la retraite comme moi, dont des officiers qui ont commandé des unités prestigieuses, un camarade plus jeune que moi qui a commandé un régiment de Légion, qui me dit « Mon colonel, ce petit message pour vous assurer de mon total soutien et pour vous remercier de ce que vous faites au nom de la France. Nous sommes de nombreux officiers à partager vos analyses, à ne plus pouvoir supporter nos généraux de plateau et autres donneurs politiques de leçons sans aucune pudeur et aucune honte. Beaucoup de documents circulent, les paroles s'expriment de plus en plus facilement et de manière de plus en plus convaincante. Nous y œuvrons tous à notre niveau. Merci encore, amicalement, etc. » Donc vous avez, et j'en passe parce que il y a aussi, je reçois aussi beaucoup de témoignages de jeunes officiers supérieurs qui sont particulièrement révoltés par cette espèce de doxa qu'on cherche à imposer. La Russie serait notre ennemi. Non, la Russie n'est pas notre ennemi, et en aucun cas cette folie guerrière ne doit gagner les esprits des militaires français de tout grade. Voilà, donc voilà, cet article, il prend sa position, je dirais, particulière dans cette volonté d'intimider
militaires de tout grade qui sont aujourd'hui en service dans l'armée française. Il faut arriver à les persuader que la Russie est un ennemi. Eh bien, écoutez, je ne le pense pas, et je pense que cette opération est en train de vulgairement foirer. Merci pour ce témoignage, mon colonel. Je veux dire que moi également, en tant qu'ancien militaire, j'ai des retours à peu près équivalents et surtout des officiers français qui sont choqués qu'ils puissent être représentés par ces généraux de plateau. Laurent Braillard, je vais m'adresser à l'historien. C'est si choquant qu'une partie de l'armée finalement entre en résistance. On n'a jamais connu ça dans notre histoire. Non, si, la Grande Muette a jamais été si muette. D'ailleurs, on l'a vu dans plein moments de l'histoire, la Révolution française, une partie des gardes françaises qui passent du côté des émeutiers, les officiers qui émigrent, etc. Aussi, bien sûr, les officiers bonapartistes dans les différentes révolutions du 19e, et puis le général Boulanger, et puis ensuite, bien sûr, le général de Gaulle. C'est un exemple quand même... c'est un peu c'est notre émission, hein, ici Moscou, c'est une petite allusion à ici Londres, pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc, non, il est clair que les officiers français et sous-officiers, et même soldats, ont leur mot à dire, et ils l'ont toujours dit. Là, je pense que c'est très intéressant qu'ils parlent justement de ces officiers et de l'armée, parce que ça leur fait peur, je pense, vraiment. Et moi, j'ai des retours qui sont similaires. J'ai des amis anciens légionnaires, j'ai des amis qui sont dans l'armée, à la retraite, ou qui ne le sont pas. Et ce sont des patriotes. Et justement, là, je rejoins cette histoire de Macron et la patrie. Eh bien, là, ça bloque. Et ce sont ces gens qui ont détruit l'armée française. Parce qu'il faut le dire, l'armée française a été littéralement laminée, démantelée. C'est plus que l'ombre d'elle-même. Et ces gens en souffrent. Et ils ont raison. Et il faut revenir à la raison. Il va falloir les entendre. Je pense que c'est nécessaire. Daria, comment vous voyez ça, vous, vu de Russie, ce qui se passe dans notre armée, chez les officiers français? Derrière vous, vous avez cette belle couverture du point avec Vladimir Poutine en forme militaire. Et il y a donc, je fais remarquer, donc les origines de sa haine envers Zelensky. Donc je veux démentir cela officiellement. C'est Zelensky, il y a peut-être un mois, qui a déclaré qu'il déteste Vladimir Poutine et qu'il le considère comme son ennemi. Et donc son porte-parole, Dmitry Peskov, a dit la chose suivante. Que dans ce conflit, dans les relations internationales, les émotions ne doivent pas avoir lieu. Vladimir Poutine a beaucoup plus d'expérience d'intelligence, bien sûr. C'est vrai qu'il y a une volonté de tout transformer en pathos, c'est-à-dire que par exemple le début de l'opération militaire spéciale, c'est parce qu'un beau matin, Vladimir Poutine s'est réveillé à moitié fou et il décide, tiens, si je commençais à envahir l'Ukraine. C'est ce que les médias occidentaux... Tout doit être expliqué par le pathos, ni par la raison, ni par l'histoire. Sur toute la guerre, on va fêter en début avril le 11e anniversaire. C'est dramatique, c'est quand même terrible. Mais le pathos va jusque chez le Figaro, par exemple, puisque ce matin, je lisais que Zelensky avait donné une interview exclusive au gars du Figaro, et la personne qui l'interviewait lui demandait ce qu'il le faisait tenir. Hormis la blanche qu'on mettra de côté, il a clairement dit ce qu'il faisait tenir, c'était la haine des Russes. C'est lui qui le dit, c'est pas nous, c'est lui. Et la Russie, on a tous des connaissances qui sont sur la ligne de front. C'est sans haine ni passion. Colonel, vous savez très bien ce que ça veut dire. Soldat tu es, soldat la mort tu donneras. Sans haine ni passion. C'est sans haine et ni passion. Mais par contre, de l'autre côté, on est en plein dedans. Oui, ça je l'ai vérifié sur le front très très souvent. J'ai jamais entendu de Russes se vanter de cette haine. Je pense que c'est vraiment clairement une preuve de la bandérisation de cette armée. Cette haine, elle vient de ce bandérisme qui vient du fascisme, nazisme, antisémitisme, enfin ce qu'on veut. Et c'est la grande différence entre la Russie et l'Ukraine. Et là, cette Ukraine bandérisée... C'est vrai que d'ailleurs, dans les médias russes, les Ukrainiens sont considérés, je dirais, comme l'avait dit un peu, même pas des frères, mais un même peuple. Et des victimes. Tout à fait. Nous sommes tous des Slaves. Vladimir Poutine le disait plusieurs fois que les Ukrainiens, c'est le peuple frère donc pour les Russes. Et les actions militaires se passent à cause du régime de Kiev. Donc il y a une grande différence, l'Ukraine, le peuple ukrainien et le régime de Kiev, dont à la tête c'est Volodymyr Zelensky. Alors au-delà de cette accusation à l'encontre des officiers français, ce que l'on observe est à la fois un désespoir et une radicalisation du discours dans les médias français. La messe est dite au sens où les Américains travaillent pour les Russes. On se retrouve dans la situation de Munich où Daladier et Chamberlain ont travaillé pour Hitler. Pactiser, oui, c'est peut-être le bon terme, un pacte, et qui ressemble effectivement, alors là on revient toujours à la comparaison avec les années 30, mais le pacte germano-soviétique en 1939, il surprend tout le monde.
Bon, on aura notre petit coup des années 30. Hein. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est un peu la tristesse. Là, on sent la déprime. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont au bout. Cyril, comment est-ce que vous expliquez ça? Je pense que d'une part ils sont au bout, d'autre part ils s'aperçoivent que malgré toutes les gesticulations que peut faire Macron, il n'y aura jamais la totalité des actes par rapport à la parole. Et en fait, on a affaire à des gens qui se sont tellement mis dans cette doxa, dans cette doctrine, que pour eux aujourd'hui, c'est impossible de faire marche arrière. Une course en avant. C'est une fuite en avant totale. Ils savent qu'ils sont le dos au mur, ils savent qu'ils sont dans la ligne de mire, mais non, on continue. Et Macron, il fait exactement la même chose de toute façon. Mais on a vu quand même, oui, colonel Jacques Augard, je vois que vous vouliez réagir. Non, je suis complètement d'accord avec ça. Là, on vient d'entendre le pitoyable Mishka Yakovlev, qui est dépité, je pense. Il se rend compte lui-même de l'intenable de sa position. C'est le cas d'autres généraux de plateau comme Trinquant, etc. Mais finalement, ce que je leur reproche à eux, c'est de perdre tout esprit critique et toute capacité d'autocritique et de reconnaître qu'on s'est trompé. À la limite, ils ne sont pas forcément tous responsables d'être otanisés. Yakovlev a fait toute sa carrière à l'OTAN depuis l'époque où il était jeune officier au 1er REC ou à la 13e DBLE. Donc il est à moitié responsable. Allez, soyons gentils et bienveillants. Mais il pourrait au moins faire son autocritique s'il était vraiment un homme intelligent et honnête. Voilà. Et je pense que ce n'est pas le cas. Cyril, vous vouliez réagir? Oui, tout à fait. Mais par contre, ce qu'il y a de pire encore, c'est qu'ils se comportent comme des criminels. En ce sens que ce sont des gens qui parlent à la télévision, ouais. Ce sont des gens qui sont écoutés par des milliers ou des millions de Français. La plupart du temps, malheureusement, les Français, quand ils allument leur poste de télé, ils veulent écouter les informations, ils veulent pas comprendre, ils veulent écouter les informations. Et ces gens-là, au même titre que notre hôtesse de l'air préférée, Titelman, qui sont écoutés par énormément de gens, ont un impact. Et en fait, cet impact est poussé en même temps par le gouvernement qui veut établir cette doxa et ce narratif. On retombe exactement dans la même doxa et le même narratif que pour le Covid. C'est on fait peur parce que en faisant peur, on va obtenir encore un peu plus de choses que ce qu'on pourrait obtenir normalement. Et ça fait exactement leurs affaires. Et ce qui est parfaitement dommage, c'est qu'on a affaire à des gens qui sont malheureux. Il y a un aspect un peu Goebbels, 43-44, où ils avaient ce discours. L'armée vainque, vous allez voir, on va vaincre. De toute façon, on va retourner la situation. Voulez-vous une guerre totale? Voilà. En février 43, juste après Stalingrad. Oui. Il y a un peu cet aspect, et comme ils sont partis très très loin, c'est vrai, là je rejoins le colonel Augard, c'est très compliqué pour eux de faire marche arrière, et leur mauvaise foi est si terrible que, de toute façon, je pense que même psychologiquement parlant, c'est impossible pour eux. Ils sont déjà trop loin. Est-ce qu'on imagine Goebbels dire « Oh, ok, on s'est trompé » Non, bien sûr. Finalement, on rentre chez nous. Mais quel est leur moteur? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui motive d'aller plutôt de se retirer? À la limite, il ferait mieux de se retirer de la scène médiatique et puis de prendre du recul et de revenir au prochain Covid ou je ne sais pas, la prochaine. Ils vont perdre des sous s'ils arrêtent de passer sur les plateaux télé. Oui. Et je crains qu'il n'y ait aussi, alors il y a les facteurs psychologiques qui viennent d'être évoqués, mais je pense qu'il y a aussi des facteurs tout à fait matériels. Hein, et c'est pas à leur gloire ni à leur honneur. Hein, il y a des gens qui sont achetés, en fait, tout simplement pour parler et tenir ce discours. Voilà. Ça, c'est grave, c'est gravissime. Pour moi, pour le fichier de l'armée française, si vous voulez, qui en sont là, pour quelques milliers d'euros, je trouve ça pathétique, dramatique. Et ils ne sont pas représentatifs, Dieu merci, de la maison. Hein, je vous dis encore une fois, je pense que tout ça c'est voué à l'échec en même temps. Je pense que alors dans les armées manifestement ce discours ne passe pas. Je peux vous dire que Yakovlev par exemple Yakovlev vient d'être remercié de la Fédération des sociétés d'anciens, la Légion étrangère dont il était administrateur. Il a perdu son mandat que le général Morin, cité dans l'article, lui a retiré la semaine dernière. Hein. Il était son représentant pour la région Île-de-France, c'est terminé. Donc ça ne passe pas.
ce discours ne passe pas. C'est ça l'important au fond. Et je pense qu'il ne passe pas dans les armées, mais qu'il passe de moins en moins aussi dans la population civile. Les gens ne sont pas idiots, si vous voulez. Donc je pense qu'on a encore un effort à faire. Il faut encore parler. C'est le but de ce type d'émission. Il faut que les Français comprennent que le vrai patriotisme, c'est de porter la France, les couleurs de la France, haut et clair. Mais ce n'est pas de nous aligner sur un machin qui est l'Union européenne ou l'OTAN. C'est incroyable. Nos intérêts ne sont pas là. Non. Et je pense qu'il faut vraiment poursuivre et persévérer parce qu'il y a un travail de pédagogie qui est en train de se faire vis-à-vis de la population française. Donc ne lâchons rien. C'est un travail urgent, par contre. C'est un travail urgent, mais quand je vois, par exemple, et là j'ai tenu à ce qu'on montre cette couverture du Point où c'est marqué Vladimir Poutine l'étrangleur, on se demande où ils vont s'arrêter. On est dans la version accusatoire permanente, en fait. Ouais. Ils accusent la Russie... Excusez-moi, mon colonel. Ils accusent la Russie de ce que eux font eux-mêmes. C'est vachement plus facile comme ça. Oui. C'est un vieux procédé. Si tu veux te débarrasser de ton chien, tu l'accuses de la rage. On est d'accord. Oui, mais c'est un vieux procédé. Mais non, ce que je pense vraiment, moi, regardez les réactions à ces articles du Point, à cette couverture du Point, etc., sur les réseaux sociaux français. Alors vous avez évidemment quelques trolls otaniens et européisistes et mondialistes qui applaudissent des deux mains, mais vous avez quand même une majorité de Français, et souvent sous leur nom, qui protestent et qui sont indignés de ces procédés. Donc je pense que la situation n'est pas telle que voudraient la présenter les médias dans leur ensemble. Mais c'est pour... en parlant du point de vue alternatif, dans les médias, c'était bien RT, donc d'autres médias d'alternative qui sont diffusés depuis la Russie, qui étaient bloqués tout de suite après le début de l'opération militaire spéciale. Mais pas en Afrique. Pas en Afrique. Et on voit que la réaction dans l'Union européenne, donc c'est pour cette raison que, par exemple, le site Telegram, la chaîne Telegram, le site de RT en français aussi, c'est bloqué partout dans l'Union européenne. Les personnes, ils cherchent les moyens, donc on leur explique dans les commentaires comment utiliser VPN pour lire, les contenus dans tel ou tel article. Mais en fait, ça fait un peu de la pub au sein de l'Union européenne, car c'est quelque chose est interdit, donc cela nous donne plus d'envie de savoir comment c'est, etc. Oui, Laurent. Oui, c'est évident. Et je pense en plus, je voudrais dire cela parce que ça fait longtemps que j'y pense. La France, c'est un peu la RDA en 1980. Voilà, on commence des répressions, on se raidit, on est on veut faire taire les gens, on veut les menacer, et voilà le résultat, et on sait comment ça va finir, heureusement pour nous, heureusement pour la France, je l'espère, cette chute de cet empire, entre guillemets, et le plus tôt sera le mieux. Il faut quand même dire qu'il y a un prix à payer pour ça, parce que vous le savez aussi bien que moi, le colonel le sait pas, mais moi je peux plus rentrer en France, c'est terminé. Mes prises de parole, tant ici que chez RT, que sur mon canal Telegram ou sur mon site internet, j'ai 4 fiches S et je tombe sous le coup de l'article 411-6 à 411-8 du Code de procédure pénale, qui est ni plus ni moins que collusion avec une puissance étrangère en vue de déstabiliser la France. C'est vrai qu'au franchissement à Charles de Gaulle, c'est un peu plus long que d'habitude. Moi, je peux plus. Moi, je peux plus, c'est terminé. Pour les Russes, c'est choquant parce que en ce qui concerne, par exemple, notre perception de la France d'avant, c'est le pays de la liberté d'expression. Et dans la tête de la population russe, c'est toujours comme ça. Mais ce que vous dites, c'est vraiment, ça explique beaucoup de choses, qu'ils ne veulent plus rien entendre, qu'ils ne veulent plus avoir un point de vue alternatif. Alors les traditions militaires françaises ont la vie dure, ce qui inquiète la classe dirigeante à Paris, qui rêve de guerre sans en avoir les moyens. Les médias occidentaux ont annoncé la défaite de Vladimir Poutine durant ces 3 dernières années, et la perspective d'une victoire de l'armée russe n'a pas fini d'affoler toutes les rédactions des médias sous contrôle.
Tandis que l'administration Trump s'efforce d'obtenir une trêve, sinon la paix, les puissances européennes s'alignent derrière l'Angleterre, la France et l'Allemagne et s'acharnent à prolonger le conflit en espérant provoquer un hypothétique épuisement russe. Après avoir fait beaucoup de bruit autour de l'envoi de troupes au sol, la perspective semble s'éloigner. À la suite des discussions sur la sécurité en Ukraine, l'Europe écarte l'envoi de troupes. Dans leurs efforts pour assurer la sécurité en Ukraine, les responsables européens passent de l'idée d'un envoi de troupes à d'autres solutions, faisant face à des contraintes politiques et logistiques, ainsi qu'à la perspective d'une opposition de la part de la Russie et des États-Unis. Donc là, effectivement, en plus, on vient d'avoir une séquence à Paris qui semble confirmer ça. Colonel Jacques Hoggard, comment vous expliquez ce jusqu'au-boutisme européen ? Jusqu'au boutisme relatif, d'une certaine manière. Parce que, comme on vient de le dire, finalement, toutes les déclarations matamor de Starmer ou de Macron tombent à l'eau, en réalité. Donc, on voit bien que l'Union européenne est tout d'un coup très silencieuse. Il y a en fait, il n'y a pas d'Europe. Alors moi, je dis que l'Europe est morte à Pristina il y a déjà 25 ans, mais oui, elle est morte. Oui, au Kosovo, parce que c'est la même chose, c'est le prolongement de la même chose en fait. Bon. Et donc, moi je pense qu'il n'y a pas de, si vous voulez, là Zelensky est dépité. En fait, son voyage à Paris est un échec. Il a ramené 2 milliards d'euros. Les Français apprécieront, parce que c'est nous, les contribuables, qui sont une fois de plus taxés. Mais à part ça, il a rien ramené. Si il réfléchit un petit peu calmement, il doit bien sentir que sa fin est proche, Zelensky, d'une manière ou d'une autre. D'abord, il n'est plus président depuis mai 2024. Trump n'a pas manqué de lui rappeler. Je pense qu'il est maintenant chargé d'avancer pour céder la place à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'il va devoir faire automatiquement. Bon, les Européens, je pense que s'en rendent compte. Je ne sais pas qui conseille Macron et Starmer, qui sont les deux derniers un petit peu extrémistes de cet atlantisme européiste, mondialiste exacerbé, des les autres commencent à comprendre. Du moins j'espère, parce qu'on voit bien qu'il y a des scissions dans ce front théorique des Européens de l'Ouest. Laurent Braillard, oui. Ouais, je voulais rajouter quelque chose parce que j'ai étudié un peu la question de ces 2 milliards. Oui. Il faut savoir que l'armée ukrainienne... Alors attendez, on va en reparler juste après. Moi je voudrais qu'on reste sur l'Europe, les raisons de l'obstination. Alors même si effectivement on voit que l'Europe n'a pas les muscles, c'est idéologique ? Bien sûr, idéologique, ils sont dans leur système. Oui. Ils savent qu'ils vont tomber, c'est d'ailleurs. Ils savent aussi que les lézards sont apparus et que ce système va disparaître, et ça, ils vont disparaître aussi, quelque part. Donc derrière, on est sur une fracture civilisationnelle, une fracture historique. Ils savent pas, eux, ils sont au bord de l'abîme. Ouais. Et on va essayer de les aider à tomber. Ils sont en 1917, en fait. Oui, pour eux, la Russie, c'est un ennemi externe. Donc, ils sont en train de se faire unir parce que c'est l'Union européenne. Mais déjà, il y a la Hongrie, la Slovaquie qui sont pas avec l'Union européenne. En plus, l'Union européenne, enfin, vous allez peut-être me contredire, mais il y avait 2 promesses. C'était la prospérité et la paix. Oui, mais c'était surtout un rêve américain, pour dire les choses. Mis en place par des anciens nazis. Cyril. Je pense que dans l'ensemble, on est d'accord. Moi, je vais émettre un tout petit bémol. Parce que qui veut la paix prépare la guerre, malheureusement, et il faut pas écarter qu'ils soient suffisamment fous, justement pour s'accrocher le plus longtemps possible, à leur rocher, et ils seraient bien capables de déclencher quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait déclencher En fait, je suis pas certain que Macron ait abandonné l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine. Alors, il enverra pas des troupes massives parce qu'il peut pas le faire. On a 2 ou 3 jours de munitions haute intensité, c'est pas possible. Il faut toute la logistique qui va derrière. Il faut vraiment plein de choses. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objectif. Mais il suffit d'envoyer juste quelques milliers d'hommes, et que malheureusement un certain nombre de ces hommes reviennent dans des boîtes à sapins avec
le drapeau tricolore dessus pour déclencher quelque chose C'est qu'on ne veut justement pas. là le problème, c'est que C'est ça. à Koursk, il tombait ces derniers temps, depuis un mois, un bataillon par jour, 250 hommes. C'est ça. Allez, il y a 20 000 hommes qui sont prêts dans l'armée française, 250 par jour, je vous laisse calculer. Et je peux vous dire qu'ils ne sont pas prêts, parce que moi, ce que j'ai appris, dans les... Oui, pardon. Puis il y a J.D. Vance qui, il y a quelques semaines, elle a dit mais comment est-ce que les Européens ils veulent participer au combat, ils veulent donc être les soldats donc qui se trouvent dans le Donbass s'ils n'ont pas fait de la guerre depuis une trentaine d'années. Donc l'armée britannique a été vexée par cette déclaration, mais en fait c'est vrai, c'est une réalité. On peut aimer son armée, reconnaître ses faiblesses. Hein, bien sûr, mais pour aller dans le même sens, moi j'ai subi il n'y a pas très très longtemps un entraînement au nettoyage de tranchées, méthode russe. Je ne sais pas ce que les militaires français apprennent aux Ukrainiens. Parce que je peux vous garantir que ça... Alors je me souviens, il y avait un article dans BFM TV, sur le site de BFM TV, où on interviewait des soldats ukrainiens entraînés en France et qui disaient oui, le problème avec l'entraînement qu'on a eu en France, c'est que la question des drones n'est pas prise en compte. Oui, parce qu'il n'y a pas que la question des drones. Il n'y a pas de drones dans l'armée française. Il n'y a pas de drones, à la traîne. Aussi, l'Europe, c'est le continent où une vie humaine a une valeur. C'est dès l'enfance, les Européens savent que le plus sacré, c'est la vie humaine. Et aller mourir pour l'Ukraine, un pays tout à fait pour le régime de Kiev, pour donc le président non légitime. Là, je mitigerais dans le sens où c'est plutôt maintenant tellement la société de consommation que la vie humaine, justement, c'est chacun pour soi. L'égoïsme et l'individualisme est tel qu'en fait, ils ont aussi tué l'humain, le vrai. Et la patrie charnelle. Et la foi, et le cœur, etc. Exactement. Donc ils sont morts aussi ici. Alors je vais revenir donc sur ce que disait Emmanuel Macron. Pour rester dans la course, le président français a réuni la coalition des volontaires avec Volodymyr Zelensky à Paris ce mercredi 26 mars. Lors de la conférence de presse commune, le président français a annoncé une nouvelle aide dont le colonel Jacques Hogar a parlé. Écoutons-le. J'ai pu annoncer aujourd'hui 2 milliards d'euros supplémentaires de soutien de la France sur le plan militaire à l'Ukraine. La France, depuis le début, vous le savez, apporte des capacités qui répondent aux besoins prioritaires des forces armées ukrainiennes. Et nous avons préparé une aide supplémentaire avec des missiles anti-chars Milan, des moyens de défense aérienne comme des missiles Mika qui équipent les Mirages qui ont été livrés, ou encore des missiles de défense solaire Mistral. Pour tenir sur le front, les armées ukrainiennes recevront également des blindés VAM, des chars AMX-10RC, mais également de nombreuses munitions, dont certaines téléopérées ou des drones. Et nous avons aussi avancé sur les coopérations en matière satellitaire ou d'intelligence. Et ce soutien sera complété également par des productions d'équipements en Ukraine, grâce aux partenariats noués avec nos entreprises de défense. Alors de son côté, Volodymyr Zelensky a avancé un argument inattendu pour justifier le soutien européen au régime de Kiev. Écoutons-le aussi. La deuxième chose dont il a peur, c'est de perdre sa force. C'est aussi lié à la stabilité de la société, mais dépend également de son âge. Il mourra bientôt, c'est un fait, et tout sera fini. Il pourrait disparaître avant d'avoir terminé sa vie historique, complètement irresponsable et ratée. Voilà de quoi il a peur. Je suis plus jeune que Poutine. Misez sur moi, j'ai plus d'avenir. Mon Dieu. Bon, alors, on a voilà, deux personnes qui vivent dans des univers parallèles. On va commencer par Emmanuel Macron. Donc, on revient sur cette aide de 2 milliards. Il y a quoi dans cette aide ? Alors, le plus sérieux, à mon avis, c'est le renseignement militaire. Ça, c'est certain. Après, 2 milliards, je rappelle, 500 000 hommes. Admettons, par exemple, que la France va payer les salaires. On sait qu'une médiane vraiment faible, 1 000 euros par soldat, 500 millions, un mois, voilà. C'est fini. Après, il faut les nourrir, l'essence, les munitions, etc. La France, en fait, elle donne peut-être un mois de guerre. En fait, elle a donné du matériel qu'elle estime valoir 2 milliards. Mais après, j'ai vu la liste. Bon, le VAB sur lequel j'ai servi, je ne sais pas combien il le facture. Mon colonel, qu'est-ce que vous pensez de ces 2 milliards ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de déclarations de principe. Alors d'abord, il faudrait savoir le détail de ces 2 milliards, comme vient de le dire mon prédécesseur. Je pense qu'il y a aussi un retour des commissions, des rétrocommissions, etc. probablement. Hein. Il faut que tout le monde vive. Parce qu'il faut bien nourrir tout le monde. Hein. Et en particulier les généraux de plateau. Bon. Et les hebdomadaires qui répandent la parole de Macron. Mais je pense qu'il y a effectivement dans les matériels cités,
je pense qu'on est vraiment dégueulasse, quoi. Quand on parle des VAB ou des AMX-10 RC, je suis désolé, mais ce sont des cercueils métalliques qu'on fournit aux Ukrainiens. Donc encore une fois, on entretient une guerre avec des mesures incohérentes, parce que si on donne quelques canons César supplémentaires, ça c'est un système d'armes qui se tient. Si on donne des missiles Scalp ou autres, ou Mistral ou autres, c'est un système d'armes qui se tient. Mais en même temps, je suis d'accord avec ce que vient de dire Laurent à l'instant, c'est quoi? C'est un mois de guerre supplémentaire. C'est encore quelques milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers de morts, de blessés, etc. Mais pourquoi faire, bon sang? Pourquoi faire, si ce n'est pour entretenir la fiction de ces pseudo-hommes d'État qui sont en fait des clowns, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, des clowns criminels, parce qu'il y a des vies humaines, et il y a tout un pays qui s'effondre, en fait. Donc je trouve ça dramatique, vraiment dramatique. Je reste avec vous, Jacques. Oui. Jacques Auguerre, je reste avec vous parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur Zelensky, donc qui revient finalement avec rien. On l'écoute là parler du fait que Poutine va bientôt mourir, lui il est jeune, faut investir sur lui. C'est quoi? C'est un cri de désespoir. Il est sous emprise de la cocaïne ou de je sais pas quoi. Alors il a dû partager ça avec son hôte parisien peut-être, mais non, soyons clairs. Je veux dire, ils sont d'une arrogance extraordinaire. Ils sont dans un autre monde. En face d'eux, ils ont un chef d'État. Alors on aime ou on n'aime pas Vladimir Poutine, mais moi j'ai de l'admiration pour cet homme d'État, car c'est un homme d'État qui a relevé son pays, qui était tombé vraiment bien bas au moment de l'effondrement de l'URSS. Et qui fait preuve d'une retenue et d'un calme et d'une il manie pas l'insulte gratuite, il manie pas comment dirais-je, l'invocation complètement hors sol comme ces gens-là. On a vraiment l'impression d'être face à des fous. Je sais pas comment dire les choses autrement. Où est la stratégie, la diplomatie là-dedans? Il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est de la haine. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est de la haine à l'état brut. Et avec la haine, on n'obtient rien de sérieux. Donc ces gens-là, il faut qu'ils disparaissent rapidement. En Ukraine comme en France, il faut nous débarrasser de cette clique et jusqu'à Bruxelles, parce que le mal vient de Bruxelles et vient de Mons et de Shape, etc. Il faut nous débarrasser de tout ça. Il faut que les États européens retrouvent leur liberté, leur souveraineté. Quand je vois ce qui se passe dans les Balkans actuellement, quand je vois ce qui se passe en République serbe de Bosnie aujourd'hui, dans le président Dodik est martyrisé par le Gauleiter allemand de Sarajevo, quand je vois ce qui se passe en Roumanie, etc. Il faut en finir avec tout ça, je pense, vraiment. Daria, oui, vous qui êtes une personne qui travaillait dans la télévision, quand vous avez vu cette interview, ça vous a fait quoi? Vous avez déjà eu quelqu'un comme ça qui vous sort un truc pareil? N'oublions pas le vrai métier de Volodymyr Zelensky, c'est le comédien. Là, il est très bon, donc dans son métier, il nous a fait tous rire. Donc le but a été atteint, en espérant que les spectateurs français ont ri également. Mais voilà, c'était la réaction. Les journalistes qui l'interviewaient, il y a eu comme un malaise sur le plateau. Tout à fait. C'était... Évidemment, parce que en fait, je voulais le dire, c'est assez marrant cette histoire d'acteur. Effectivement, il joue un jeu et aussi peut-être beaucoup pour sa population, pour la partie entre guillemets bandérisée de l'Ukraine, pour lui montrer qu'il ira jusqu'au bout. Et surtout, en plus, il amuse un peu la galerie. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est la série Sluga Naroda qui l'a rendu célèbre. C'est un professeur d'histoire qui devient par hasard président parce qu'il a poussé, pardonnez-moi l'expression, une gueulante en insultant tout le monde, en enfonçant les portes. Finalement, il se remet à la veille des élections, il se remet dans le rôle qui a fait de lui un président. C'est intéressant surtout de voir qui avait financé cette série et quand elle était sortie. Oui, ça c'est un autre. Oui, en fait, moi je pense que c'est effectivement irresponsable. Là, je rejoins le colonel Hogarth. C'est scandaleux de voir qu'à ce niveau de l'État, dans un chef d'État, on ait cette dialectique
il faut l'assassiner, l'étrangleur, il va disparaître. Quand il sera disparu, tous les problèmes sont réglés. Ils ont oublié quelque chose de très important. Ici, c'est pas le président Poutine. Le président Poutine n'est que le représentant de la fédération et de tous les peuples qui habitent la Russie. C'est la Russie qui est derrière. Donc après, il faut faire quoi? Il faut anéantir toute la Russie? Non, évidemment, c'est pas possible. Donc ici, on est dans un discours qui est complètement hallucinant. Ça me rappelle la fabrication du consentement, ce qui avait été utilisé pour encourager les Américains à soutenir l'entrée en guerre tant mieux pour nous d'ailleurs, des États-Unis en 1916-1917, toutes des technologies qui avaient été mises en place pour finalement, parce que les Américains n'avaient rien contre les Allemands, tout d'un coup pour faire monter, et en un an, finalement, les Américains détestaient les Allemands sans trop savoir pourquoi. Mais là, c'est la même chose. On est exactement dans... Quand on écoute tous les discours, toute la doxa, tous les narratifs qui sont faits, on ne fait que influer la volonté on va parler pour les Français, la volonté des Français qui écoutent ce genre de discours pour dire, bah ouais, allons-y. De toute façon, l'Ukraine, c'est le dernier rempart sur la démocratie européenne. Non, je suis désolé. Colonel Jacques Augard, il nous reste 1 minute et je voudrais vous la laisser pour que vous puissiez conclure, puisque vous nous avez fait le plaisir de nous rejoindre en direct sur RT en français. D'abord, merci de m'avoir invité. C'est passionnant parce que j'ai appris des choses en écoutant les uns et les autres. Je suis pas forcément les choses d'aussi près mais non, moi je pense il faut garder une certaine espérance. L'espérance, c'est celle de la vérité. Et on se bat tous pour la vérité de l'histoire, la vérité des faits. Et je pense qu'on est en train de gagner cette bataille de la vérité. C'est difficile. Il faut rien lâcher, il faut prendre des coups, et il faut savoir en rendre aussi de temps en temps, parce que les gens comprennent la force des coups, mais je pense qu'il faut continuer inlassablement à dire la vérité, et je pense qu'on est en train d'avancer. Encore une fois, je regrette que la France ait adopté cette position inique, stupide, contre-productive et minable en fait, en définitive, méprisable en définitive. Parce que j'aime mon pays, je suis patriote, je pense qu'elle avait mieux à faire dans cette guerre que d'épouser la cause servile de l'OTAN, de Rutte ou de Stoltenberg ou de cette folle de von der Leyen. Voilà. Et néanmoins, je pense que quand je regarde les réactions des militaires français, quand je regarde les réactions des gens sur les réseaux sociaux, je me dis qu'on tient le bon bout, donc ne lâchons rien, continuons. Plus on nous empêche de parler, plus il faut parler et dire la vérité, parce que je pense que les gens sont sensibles à l'authenticité, au bon sens, et encore une fois, à la vérité martelée. C'est Charles Péguy qui le disait, celui qui ne gueule pas la vérité quand il la connaît est un salaud. Voilà, donc en résumé, ce que je pense. Voilà, donc ce sera le mot de la fin, la vérité nous rendra libres. Dans un article visionnaire, le journal italien Corriere della Sera a souligné le fait que si l'Ukraine tardait à accepter les conditions russes actuelles de cession territoriale, ces dernières pourraient s'élargir à d'autres pertes, d'autres zones, entraînant d'autres pertes territoriales encore plus importantes. L'obstination irrationnelle d'Emmanuel Macron, de Keir Starmer ou de Friedrich Merz pourrait coûter à l'Ukraine la perte de son accès à la mer.